Bonjour, bienvenue sur Lueur. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la théorie des signatures et de la morphogenèse. La théorie des signatures remonte à l'Antiquité et est une vision du monde dans laquelle il existe un mode de communication subtil entre les formes et les fonctions. Concept assez évident quand la forme est directement utile à la fonction. Un hérisson a une forme hérissée, protectrice, mais non agressive, tout à fait en relation avec sa fonction de protection. Et le hérisson est un symbole de défense passive très reconnu. Bref, ce n'est pas exactement le sujet, car dans ces exemples, la forme est utile directement à l'animal. La théorie des signatures, elle, souligne le fait que la forme pourrait être indicative de la fonction pour les autres usagers, principalement dans le domaine des plantes médicinales. C'est encore un exemple suisse que je vais donner ici, et c'est celui du médecin Paracels, né en 1493 et mort en 1541 à Salzbourg. Paracels était un médecin, philosophe et alchimiste, mais aussi théologien laïque suisse d'expression allemande. Pierre Deguet, un germaniste et auteur français, le décrit ainsi, début de citation, « Il était médecin, chirurgien et philosophe de la nature, concevant les phénomènes naturels comme des processus alchimiques de transformation. Il était un rebelle, s'en prenant parfois avec virulence aux institutions et aux traditions. Philosophe, il était un théoricien du grand tout. Sa pensée foisonnante, exubérante, est à l'image de l'homme rebelle, truculent, profondément croyant. » Fin de citation. Malgré sa méfiance pour les institutions, Paracels devient médecin pensionné de la ville de Bâle et assistant de la faculté de médecine de cette même ville en 1527. Voici quelques-unes de ses citations pour mieux comprendre le personnage. Début de citation, « Je préfère les sentiers et les routes aux universités où l'on n'apprend rien. » Ou encore, « L'apprentissage de la médecine par l'étude des maîtres anciens ne produit pas des médecins soucieux de guérir, mais des médecins maîtres d'école. » Fin de citation. On n'y verra sans doute aucun rapprochement à faire avec une médecine dépersonnalisée, où le médecin est plus souvent appelé à remplir des formulaires administratifs ou à reporter des symptômes à une liste de médicaments agréés. Ce que, selon une étude récente parue dans Nature, l'intelligence artificielle fait déjà mieux que les médecins, et ceci non seulement dans la qualité du diagnostic, mais aussi dans la prise en charge du patient. La qualité de la conversation, la politesse, l'honnêteté, etc. J'aimerais tout de suite préciser que c'est une occasion pour la médecine et les médecins de se demander quel est leur rôle. Et je crois que c'est une opportunité à saisir pour retrouver le médecin au centre de sa pratique et arrêter de le noyer sous des tracasseries administratives et des stratégies de rendement plus ou moins imposées par les assurances maladie et les assurances sociales. L'intelligence artificielle, c'est peut-être la chance donnée aux médecins de reprendre leur place de conseiller, de personnes à qui l'on peut s'ouvrir en toute confiance, car même si le diagnostic de la machine est bon, voire excellent, seul le médecin aura le recul pour savoir s'il est vraiment bon et pourra offrir son attention au patient de manière plus complète, attentive et bienveillante. C'est amusant que, alors que l'on parle de médecine dépersonnalisée, c'est peut-être une machine qui pourrait nous faire croire que nous allons vers encore plus de dépersonnalisation qui va finalement permettre le retour du médecin en tant que personne. Mais revenons à Paracels, qui a beaucoup travaillé à développer cette fameuse théorie des signatures, qui est aujourd'hui vue comme une croyance dépassée et naïve de la réalité. D'ailleurs, l'article de Wikipédia sur ce thème est révélateur. La première illustration proposée montre la Sanguisorba officinalis ou grande pimprenelle qui a des propriétés hémostatiques et dont la couleur rouge informait de cette propriété le guérisseur attentif qui, soit dit en passant, ne se référait pas qu'à la couleur, car le rouge ne manque pas dans le monde des plantes, mais il savait lire d'autres signes également,
qui pouvaient l'informer de son utilité. Cependant, l'article de Wikipédia souligne, ouvrez les guillemets, qu'en réalité, les propriétés hémostatiques de la plante viennent d'une concentration élevée de tanins dans les racines. Fermez les guillemets. Le « en réalité » utilisé dans l'article vient souligner qu'à l'époque, on imaginait des tas de choses bizarres ou étranges, mais qu'aujourd'hui, on sait et on a découvert la réalité, ce qui réduit le savoir de l'époque à une équivalence entre forme et fonction, alors que Paracels n'imaginait pas la forme ou la couleur comme des principes actifs, mais comme la signalisation de ces principes actifs, ce qui est une différence notable. En ce sens, la médecine moderne a un savoir supplémentaire, celui du principe actif, mais ne contredit en rien la possible validité de la théorie des signatures. Elle a simplement décidé de la rejeter. Pourtant, et c'est ce que nous allons voir, il se pourrait bien que cette théorie ne soit pas aussi naïve qu'on veut bien la présenter aujourd'hui. Mais avant de nous diriger vers des recherches actuelles qui semblent aller dans le sens de Paracels, citons quelques exemples de plantes qui répondent parfaitement à la théorie des signatures. On peut commencer par les noix, qui ont des formes de petits cerveaux et qui ont la capacité d'améliorer notre mémoire et notre capacité de raisonnement, comme le démontre une étude publiée dans le American Journal of Clinical Nutrition, qui a suivi plus de 1000 personnes âgées pendant 5 ans, qui présentaient de meilleures capacités cognitives et de mémoire que les autres personnes âgées ne suivant pas le même régime riche en noix. De même, les haricots rouges ressemblent à des reins humains et ils sont bons pour la fonction rénale en contenant des nutriments qui aident à maintenir une bonne santé rénale. Les carottes, lorsqu'elles sont tranchées, ressemblent à un œil humain avec un motif radial semblable à l'iris. Elles sont riches en bêta-carotène, un précurseur de la vitamine A, essentiel pour la santé des yeux et la vision. Les tiges de céleri qui ressemblent aux os longs du corps humain sont une bonne source de silicium, un minéral important pour la santé des os. Les tomates, coupées en deux, révèlent une structure à 4 chambres, semblable à celle du cœur. Elles sont riches en lycopène, un antioxydant bénéfique pour la santé cardiovasculaire. La racine de gingembre, qui ressemble à un estomac, est utilisée pour soulager les troubles digestifs, les nausées et les maux d'estomac, etc., etc. Bref, les exemples ne manquent pas, alors si la forme donne des indications sur la fonction, peut-être devrons-nous nous intéresser à la naissance de la forme. L'étude de la forme se regroupe sous le terme de la morphogenèse, qui est un terme utilisé en biologie pour décrire le processus par lequel les organismes vivants développent leur forme et leur structure. Ce phénomène englobe l'ensemble des mécanismes biologiques et biochimiques qui dirigent la croissance, la différenciation cellulaire et l'organisation spatiale des tissus et des organes au cours du développement embryonnaire et post-embryonnaire. La morphogenèse est essentielle pour comprendre comment les cellules, les tissus et les organes se forment et prennent leur disposition correcte dans un organisme. En général, la morphogenèse est expliquée par la génétique, mais selon certains chercheurs, la génétique ne peut pas tout expliquer. Et pour cela, il est intéressant de regarder de plus près les travaux de Ernst Chladni. Ernst Chladni est né en 1756 en Allemagne et il est le fondateur de l'acoustique moderne. Comment un acousticien peut aider la biologie, c'est ce que nous allons voir. Chladni a principalement étudié la résonance des tuyaux d'orgue et la vibration des surfaces métalliques, redécouvrant les figures qui portent maintenant son nom, les figures de Chladni. Redécouvrant, car ces formes étaient connues du temps de Galilée déjà. Ce sont des figures géométriques de formes diverses, souvent hautement symétriques, qui sont en relation directe avec le taux vibratoire de la plaque de métal. L'idée consiste à placer de la fécule ou du sable sur une plaque en métal que l'on fait vibrer, par exemple avec un archet de violon. Et des formes se dessinent selon la fréquence vibratoire atteinte. On peut voir sur la page Wikipédia dédiée à cette expérience des formes qui se dessinent naturellement selon les fréquences appliquées grâce à un archet de violon. On peut aussi voir apparaître des formes magnifiques en soumettant de l'eau à un taux vibratoire élevé.
On obtient alors des formes très complexes et incroyablement ciselées. De véritables mandalas que je vous invite à découvrir par exemple sur le site de Alexander Lauterwasser. Vous trouverez les références sous la vidéo. Alexander Lauterwasser est un photographe allemand qui s'est intéressé à la forme que l'eau pouvait prendre soumise à des vibrations. Mais son intérêt ne s'est pas arrêté à la portée esthétique de ces vibrations. Lauterwasser a commencé à faire des comparaisons entre les formes que pouvait prendre l'eau et des formes trouvées dans la nature, comme les fleurs, les légumes ou les fruits. On peut voir des corrélations directes et fascinantes. Juste pour souligner au passage, pour les personnes non familières avec la langue allemande, Lauterwasser veut dire, en traduction littérale, l'eau sincère. Et ça, bien entendu, c'est encore du hasard. N'allez pas croire le contraire. Sur ces exemples, Lauterwasser a utilisé de l'eau dans un petit récipient. Donc, l'eau est contrainte dans un espace avec une forme et des rebords, ce qui influence la forme des figures, comme on peut le voir quand il met par exemple du sable dans une forme ovale, reproduisant la forme d'une carapace de tortue. La forme générée par la vibration reproduit les écailles de tortue telles qu'on peut les voir dans la nature. La ressemblance est frappante. Mais c'est encore plus intriguant quand au lieu de remplir d'eau un récipient, il ne dépose qu'une seule goutte d'eau sous sa caméra. On peut voir dans cette vidéo des images réalisées par Lauterwasser qui montrent une goutte d'eau soumise à des vibrations toujours plus fortes. Et on peut voir apparaître la forme d'un insecte à segments, une forme de larve ou de ver. La ressemblance est à nouveau extrêmement frappante. Si le biologiste Rupert Sheldrake a été attiré par les travaux de Alexander Lauterwasser, c'est parce que ce biologiste appelé scientifique hérétique par la presse mainstream, car il refuse de suivre aveuglément les croyances et dénonce les dogmes scientifiques, s'est rendu compte que ces formes si comparables à celles que l'on trouve dans le règne animal et végétal sont en parfaite adéquation avec sa théorie des champs morphiques ou champs morphogénétiques. Selon lui, la génétique seule ne peut pas expliquer les formes que prennent les animaux pendant leur développement, tout comme les théories de comportement de groupe ne suffisent pas à expliquer le comportement et la cohérence des vols des tourneaux ou le déplacement des bancs de sardines. La théorie consacrée aujourd'hui est que ce comportement, celui des bancs de sardines par exemple, est le résultat de règles locales simples combinées à une communication efficace entre chaque individu du banc. Ces règles comprennent un alignement avec la direction du voisin, une cohésion avec une tendance à se rapprocher de son voisin, tout en évitant la collision, et une séparation pour éviter les collisions justement. Cette théorie qui marche très bien sur un modèle informatique présente des lacunes dans la réalité qui n'est jamais aussi lisse qu'un modèle informatique. Pour Rupert Sheldrake, il est clair qu'il existe des champs morphogénétiques qui induisent une forme spécifique à ce qui se trouve dans ce champ. Il pense que ces champs sont soit des champs acoustiques ou des champs électriques qui, dans la morphogenèse du développement de l'embryon, vont donner sa forme à l'animal, et que dans le cas des étourneaux, ces champs électriques ou acoustiques vont donner leur forme et leur dynamique au déplacement hautement coordonné de ces vols ou de ces bonds. On sait aussi que la forme des atomes est le résultat d'une vibration du champ quantique. C'est aussi vrai pour les molécules de benzène, par exemple, qui ont un anneau d'électrons qui vibre autour d'elles. Et on sait que les cristaux sont des structures vibrantes. Ce n'est donc pas si tiré par les cheveux que de penser que les vibrations guident la morphogenèse également. Les idées autour d'une théorie des signatures ou d'une morphogenèse qui rassemblerait les formes semblables par résonance commencent à reprendre du vent dans les voiles. Et accrochez-vous, car il est peut-être en train d'émerger un nouveau paradigme scientifique. Il n'en est qu'à ses débuts dans le monde contemporain, mais quelques scientifiques, et parmi eux des ingénieurs en intelligence artificielle, des physiciens, des neuroscientifiques et des cosmologistes, pensent que notre univers est semblable à un système computationnel ou
biologique en évolution tel qu'un cerveau. Si cette approche se vérifie un jour, elle pourrait changer notre compréhension du monde, car si l'univers est un organe, il a une fonction et peut-être un but, comme tout organe a une fonction et un but. Les reins ont la fonction de filtrer le sang et de produire de l'urine, et le but est de purifier le sang en maintenant un bon équilibre des différents composants chimiques qui s'y trouvent. Des scientifiques ont en effet récemment noté que la structure physique de l'univers semble refléter celle d'un cerveau. À commencer par un article de Vaza et Feletti dans le magazine à comité de lecture Frontiers in Physics. Ces deux chercheurs sont des physiciens, astronomes et neuroscientifiques de grandes universités. Ils font un rapprochement jugé osé par certains entre la structure du cerveau et la structure de l'univers. Pourtant, les similitudes sont présentes et difficilement réfutables. Ce qui est plus discutable, c'est est-ce que c'est suffisant pour déclarer l'univers conscient ? Ces chercheurs ne vont pas jusque-là, mais démontrent scientifiquement des similitudes troublantes entre les deux modèles. Bernardo Kastrup, qu'il n'est presque plus besoin de présenter, a longuement commenté cette hypothèse sur son propre blog et a répondu aux critiques qui lui étaient adressées. Bernardo Kastrup pense que l'univers est conscient, mais il ne pense pas que l'univers est pour autant conscient de lui-même. De même, la youtubeuse et physicienne théoricienne Sabine Hossenfelder, connue pour son scepticisme, a écrit un article pour Time en août 2022 intitulé « Écoutez-moi, peut-être que l'univers pense », où elle explore les similitudes frappantes entre système neuronal et univers. Comme notre système nerveux, l'univers exhibe une organisation hiérarchique hautement interconnectée. Ces 200 milliards de galaxies ne sont pas dispersées aléatoirement, mais regroupées en amas gravitationnels reliés par des filaments galactiques, des structures qui rappellent le connectome du cerveau, représentant son réseau neuronal complet. Hossenfelder cite l'étude que je viens de citer avant, montrant que les caractéristiques mathématiques communes des deux structures sont remarquablement similaires. Hossenfelder envisage la transmission d'informations le long des filaments galactiques et spécule sur une forme d'intelligence cosmique possible. Bien que les distances immenses de l'univers et son expansion rapide rendent cette perspective difficile. À titre d'exemple, elle estime le nombre d'échanges possibles entre deux neurones cosmiques à peine 1 millier depuis le Big Bang, tellement les distances sont immenses. Elle explique que cette simple conclusion suffit à convaincre la plupart des scientifiques qu'il s'agit là d'une chimère. Mais elle ne se démonte pas et explore l'idée de connexion cachée potentielle, telle que l'entrelacement quantique, qui pourrait permettre des communications à longue distance dans un univers connecté de manière non locale. Pour une scientifique qui s'amuse à débunker les théories fumeuses sur le net grâce à ses grandes connaissances en physique, je trouve personnellement rafraîchissant de la voir défendre une idée si iconoclaste dans le paysage de la cosmologie moderne. Elle termine son article en soulignant que notre compréhension actuelle de l'univers n'exclut pas cette possibilité, la possibilité d'un univers conscient. Enfin, il y a aussi Gregory Matloff, physicien et professeur associé de l'Université de New York. Pour lui, l'univers et les étoiles sont conscients. Il explique même l'éventualité de l'expansion de l'univers par la matière noire comme pouvant être provoquée par un psychisme, voire même une forme de volonté de l'univers. Voilà, les mystères de l'univers sont grands et la théorie des signatures a peut-être encore de beaux jours devant elle. Mais vous, qu'en pensez-vous ? Les formes sont-elles des messages de la fonction ? Les formes ne dépendent-elles pas que de la génétique ? L'univers est-il conscient ? Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. À la prochaine. Ciao.